Bonjour à toutes et à tous, merci de nous choisir. Vous faites bien de nous accompagner, de nous soutenir, d'être derrière nous à chaque instant. C'est très bien, continuez. Dingue de Sport évoque la 26e et dernière journée de la D1 nationale de football. Pourquoi l'on n'a pas encore publié la décision du litige entre Agoua et Unisport? On tente d'expliquer. Le numéro 293 de l'équipe sportive parle de blocage dans le dossier, Agoua Unisport dans le piège de Sisyphe, dit le journal. Et puis Liverpool en finale de la Ligue européenne des champions, après une demi-finale renversante face au Barça, battu 3-0 au match aller. Les Reds se fâchent pour battre les Blaugrana 4-0. Nous allons tenter de comprendre. Dingue de Sport invite Angelo Folikoué, Jacques Pekemsi, Aristide Kouividjan, Latif Yuruma. Dingue de Sport, mise en onde, Gildas Kabouré. La vidéo de cette émission, c'est bien sûr l'affaire d'Elom Adovon, une vidéo que vous pouvez retrouver sur le www.radiosportfmtg.com. Dingue de Sport, je suis Franck Nyama, bienvenue. Et merci de nous accompagner, merci de choisir la référence sportive Sport FM. Dingue de Sport va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Mais en attendant, on va saluer nos invités. Edem Boulor, bonjour, bonne arrivée. Bonjour Franck, bonjour Sport FM, bonjour à toutes et à tous. Angelo Folikoué, merci d'être là. Bonjour Franck, bonjour à toutes et à tous. Latif Yuruma, merci d'être en studio. Bonjour Franck, bonjour aux auditeurs. Jacques Pekemsi. Bonjour aux auditrices, bonjour aux auditeurs. On se retrouve. Aristide Kouividjan. Bonjour à tous. Merci. Alors, le premier sujet, c'est cette demi-finale, retour de la Ligue européenne des champions. Personne ne comprend jusqu'à ce moment ce qui s'est passé avec le Football Club Barcelone, qui s'est délité, cette équipe laminée, ridiculisée finalement par Liverpool, alors qu'elle a gagné au match aller 3-0. Angelo Folikoué, qu'est-ce qui s'est passé? Comment peut-on expliquer une telle déroute? Bon, je pense que, est-ce qu'il y a des explications à donner? Le Barça s'est fait corriger, s'est fait fesser à la grande joie de ses détracteurs. Aujourd'hui, le Barça est devenu la risée de tout le monde sur la planète football. Quand on voit un peu ce qui s'est passé au match aller, c'était une équipe conquérante, c'est-à-dire une équipe qui avait l'ambition de pouvoir aller loin dans cette compétition et surtout arriver à gagner cette Ligue des Champions qui les fuit depuis 2015. Est-ce qu'ils se sont dit, on a fait l'essentiel au match aller 3-0, plus rien ne peut nous arriver? À la place de ces joueurs, vous direz la même chose. À moins que vous soyez quelqu'un d'assez humble pour comprendre que dans le sport, tout va très très vite. Et si jamais vous piquez la grosse tête, vous sous-estimez vos adversaires, vous ne pouvez pas savoir ce qui peut vous arriver. Et donc je pense qu'hier, on a vu une équipe du Barça qui a... Ça reste mon analyse personnelle, qui a laissé le ballon à cette équipe de Liverpool, qui en avait tellement besoin. Une équipe qui n'a pas de ballon ne peut pas marquer des buts. Le Barça, son ADN, c'est de pouvoir garder le ballon et de faire courir l'adversaire. Heureusement que pour Liverpool, hier, ils ont compris ça, même si c'est sans les présences de Salah et d'autres, Firmino, Naby Keïta. Mais on a senti que c'était une équipe assez collective, très très forte. Le public également a joué un grand rôle, je pense, dans cette formidable remontada, comme on le dit, pour faire un peu un jeu de mots avec la couleur de l'équipe de Liverpool. Ouais. Mais je pense que c'est une équipe de Jürgen Klopp qui n'a pas du tout eu froid aux yeux. Elle n'a pas été intimidée par cette équipe du Barça. Elle a joué son franc jusqu'au bout. Au match aller, Liverpool avait des occasions de but. Sauf qu'il n'y avait pas d'efficacité. Mais au retour, ils ont allié deux choses, la possession et l'efficacité. Je pense que c'est 7e minute déjà, ils ont commencé par mener. Ça commence bien. Oui, ça commence bien pour eux. Ça fait la deuxième fois d'affilée que ça arrive au Football Club Barcelone. On dirait que c'est une malédiction, peut-être le mot un peu trop fort, mais ça s'apparente à ça. Parce que l'année dernière, ils ont gagné 4-1 face à l'AS Roma à domicile. Au retour, ils prennent 3-0 au Stadio Olimpico. Et là, la dernière fois, ils ont gagné 3-0. Et là, c'est Liverpool qui passe 4. Bon, ça montre à suffisance que cette équipe, il y a une remise en cause totale qu'on doit faire du côté de la Catalogne. Valverde est en danger. Oui, il est en danger. Il a prolongé certes en février pour 2020. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est un monsieur qui a totalement, bon pas totalement, mais qui a apporté un changement
dans la façon de jouer du Barça où c'est beaucoup plus en verticalité, on ne possède plus le ballon, mais on veut jouer tout de suite vers l'avant et ça ne permet pas à des créateurs pour garder le ballon et surtout à nourrir le trio offensif. Bon, il assume et je pense que les joueurs aujourd'hui ont pris un gros coup à la tête, mais félicitations à cette équipe de Liverpool qui, l'année dernière, était en finale face au Real Madrid, qui récidive. Moi, je pense que c'est une réelle, magnifique performance de Jürgen Klopp. Vivement qu'elle la gagne, parce que si aujourd'hui, on peut faire également un tel exploit et ne pas gagner la Ligue des Champions, bon, de toutes les façons, 3 points de suspension. Jacques, vous donnez des réponses par rapport à cette défaite du Barça aujourd'hui, lorsque vous revoyez un peu les choses? Quand je revois surtout le fil de la rencontre d'hier, on se rend compte en fait que le Football Club Barcelone est tombé dans son propre piège. On était dans la suffisance, c'est ce que je peux croire. Mais le plus grand constat, c'est que moi je me dis que c'est peut-être l'entraîneur qui n'a pas su trouver les vrais mots, les mots justes pour pouvoir passer son discours peut-être dans les vestiaires. Parce que je ne peux pas comprendre qu'on ait autant de disponibilité de force et qu'on ne puisse pas oser des choses, qu'on ne puisse pas dominer l'adversaire, même si c'est toujours à l'extérieur. Je crois que le Football Club Barcelone nous a habitués à certaines situations, mais je me dis que c'est peut-être Valverde qui ne supporte pas les grands défis, parce que l'année dernière, c'était lui également qui était passé à côté de cette rencontre retour. Hier également, il est passé à côté, c'est complètement difficile. Vous voyez des joueurs de Liverpool, ils étaient là, ce n'étaient pas des observateurs. Ils savaient tous que c'était possible, justement parce qu'en football, il n'y a plus cette histoire de j'ai marqué 4-0, donc je peux aller, je peux aller rester derrière et complètement chercher à préserver l'avance. On s'est rendu compte également que c'est peut-être ce à quoi le FC Barcelone voulait arriver, mais face à Liverpool, qui risque de faire une saison blanche, parce que le championnat, ça va être difficile, sauf miracle que City cède ce trophée. Ce qui veut dire que Liverpool a envie à tout prix de terminer au moins avec un trophée. Et je crois que ce serait intéressant pour Liverpool de le faire parce que cette saison a été quand même intéressante. Et je le disais hier sur certaines antennes, méfiez-vous des joueurs remplaçants. Parce que souvent, ils n'ont pas la possibilité de montrer ce dont ils sont capables. Et la seule fois qu'ils ont l'occasion, je crois qu'ils se donneront à 100 ou à 200%. Hier, on a vu des joueurs qui semblent n'avoir pas joué il y a quelques jours. Parce que rappelons-nous, le Football Club Barcelone a fait reposer ses 11 joueurs le week-end dernier. Il a aligné seulement son équipe B en championnat, alors que Liverpool avait besoin de résultats en Premier League. Alors, si vous avez autant de disponibilité de force et vous n'avez pas la force de courir derrière le ballon, de forcer certaines choses, moi je crois que c'est dans le mental que le match a été perdu. Oui, Edem Bolor, vous avez compris, vous voulez essayer, parce que là, tout le monde disait, je l'ai dit aussi, que le Barça allait jouer cette finale. Mais lorsqu'on voit un peu la configuration des hommes de devoir, les stars de Liverpool blessés, à l'image de Mohamed Salah, à l'image de Naby Keita, à l'image de Firmino, ce trident n'était pas là, c'était le trident dangereux qui peut tout chambouler dans un match de football, mais ils étaient absents. À l'arrivée, les Divock Origi, les Xherdan Shaqiri et autres ont fait le boulot. Mais qu'est-ce qui s'est passé selon vous? Angelo l'a dit, lorsque vous rencontrez une formation et que forcément ses meilleurs sont blessés, tout de suite dans la tête, vous vous dites que déjà au match aller, on a mis quand même un 3-0 à cette formation au retour. Quand on n'a pas Salah, quand on n'a pas Firmino, quand on n'a pas Naby Keita, on se dit déjà que ça sera quand même facile pour nous. Malheureusement, c'est sans compter avec la détermination des règles. Ils n'ont rien à perdre dans ce match. Parce qu'ils savaient qu'à l'aller, ils étaient menés par 3 buts d'écart et que retour, il fallait tout essayer. Alors que du côté de Valverde, je pense qu'on a joué déjà avec une suffisance. On se disait que voilà, tout était déjà plié au match aller. Et déjà, quand vous voyez le 11 rentrant,
Moi, j'ai dit, il y a problème. Quand moi, je vois Semedo sur le banc, je me dis, on pouvait quand même faire débuter Semedo dans cette rencontre. Mais malheureusement, Valverde en a décidé autrement. Et c'est là où moi, je dis, parfois, Valverde n'est pas quand même un grand tacticien. Parce qu'à 2-0 déjà, n'importe quel entraîneur doit pouvoir fermer automatiquement, ou soit la solution. Le discours également doit pouvoir changer. Qu'est-ce que Valverde quand même a dit à ses joueurs à la mi-temps? Parce que moi, je n'ai pas vu quand même une équipe guerrière sur le terrain hier parlant de Barcelonais. Déjà, quand vous savez que vous n'avez qu'un seul but à marquer, et que déjà vous encaissez 2 buts, il faut faire tout pour marquer cet unique but qui vous qualifie. Mais on n'a pas senti cette équipe aller chercher quand même ce but qui leur permettrait quand même de disputer la finale le 1er juin au Wanda Metropolitano. Voilà pourquoi je dis à un moment donné, Valverde 7. Oui, on a connu, voilà, le championnat il est plié, mais sincèrement, quand vous avez des joueurs comme Lionel Messi, Suarez, à un moment donné, vous mettez 3-0 match aller, au retour, vous devez forcément passer. Malheureusement, ce n'était pas le cas hier. Voilà pourquoi à un moment donné, je dis aussi, Lionel Messi, lui seul ne peut pas tout faire. On a vu que hier, il était en dedans et c'est toute l'équipe barcelonaise qui était à la rue. C'est pour ça, parfois, j'aime faire la différence entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Vous prenez Cristiano Ronaldo hier, sur ce match, il fera tout et tout pour mettre ce but qui les qualifierait pour la finale. Mais malheureusement, on a senti que Matip, Fabinho et tout ont muselé Lionel Messi. Et quand on sait que voilà, c'est le maître à jouer de cette formation barcelonaise, quand il est en dedans, forcément, c'est toute l'équipe barcelonaise qui ne répond pas. Oui, Angelo, on va terminer avec vous. Est-ce que les Barcelonais ont dormi sur leur laurier? Ils n'ont pas tiré les leçons de ce qui s'est passé l'année dernière face à la Roma? C'est ce qui est grave. Parce que vous pensez qu'ils étaient un peu dans ça? Oui, mais si on n'arrive pas à tirer une leçon de ce qui vous est arrivé d'assez tragique ou dramatique, c'est qu'à un moment donné, vous n'avez pas de conscience. Et donc, par endroit, oui, c'est une défaite collective et du bord du Barça, des joueurs, de Valverde. Mais je pense aussi que il va falloir changer beaucoup de choses. C'est-à-dire que le Barça doit retrouver son ADN. Depuis pratiquement les départs de Xavi et puis Iniesta, le Barça ne compte plus sur des joueurs formés à la Masia. Ça, c'est un gros souci pour la formation catalane. Il faut retourner à la formation, aller trouver les joueurs qui sont formés à la base, avec l'ADN du jeu de Barça, une touche de balle, le jeu de possession. Parce que si vous n'arrivez pas à le faire, ce serait compliqué de pouvoir enchaîner les bonnes performances. Et puis terminer que, oui, jusqu'à mardi, tout le monde, tous les observateurs du foot européen étaient d'accord que Lionel Messi était en train de faire un grand pas vers son 5e, son 6e ballon d'or. Mais depuis cette déconvenue hier, sincèrement parlant... Ça peut agir? Ça agit énormément. Il ne faut pas avoir la langue de bois. À l'heure où nous parlons, Messi est out pour le ballon d'or. Il va gagner certes la Liga, c'est fait. Il va gagner peut-être la Coupe du Roi, peut-être, si jamais ils n'ont pas le moral dans les chaussettes. Et puis, il n'y a plus autre compétition de grande valeur, si ce n'est la Ligue des Champions. Donc, je pense que c'est aux autres, Liverpool et je ne sais pas, l'Ajax ou Tottenham, lequel d'entre deux va se qualifier, de pouvoir arriver, pourquoi pas, à changer la série au niveau du palmarès de ce fameux Graal. On va terminer. Sur l'aspect Ballon d'Or, oui, moi, je crois que 5 secondes. Ce n'est pas terminé pour Lionel Messi, ce n'est pas cette... Il est toujours en course. Bien, vous, oui. Non, mais moi, c'était juste pour ajouter au fait que le football est parfois cruel, mais au même moment, le football a une certaine vérité que la vérité elle-même ignore. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que dès qu'on ne donne pas le coup de sifflet final, il faut savoir que le match continue. Et donc, en Angleterre, par exemple, avec Liverpool, c'est le football total. C'est ce football version club que pratiquent donc les Reds. Vous allez voir, même l'année dernière, face donc au Real de Madrid. C'est-à-dire que Liverpool joue. On peut encaisser des buts, mais on continue toujours pas à jouer comme si on n'a pas encore enquêté. Oui, voilà. Donc je crois que on doit savoir que dans chaque match, il y a les vérités. La vérité d'hier ne sera pas la vérité de demain. Latif, vous voulez vous prononcer aussi? Vous avez un mot à dire, c'est bon? C'est bon, très bien. On va pouvoir continuer, mais en attendant, Gildas. Oui, ça commence ce jour là-bas en terre ivoirienne, le tournoi de l'UFOAB, le tournoi féminin on va dire, et le Togo. Et le Togo est appelé pour le match inaugural contre la Côte d'Ivoire. Nous allons pouvoir écouter la sélectionneur de cette équipe, Madame
Kaito-Meti. Il y a une bonne ambiance. Les filles ont le moral très haut et elles ont envie de croiser les crampons avec la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est un pays que je respecte parce que c'est un pays mondialiste. Nous avons vu la Côte d'Ivoire jouer l'année dernière, mais l'effectif a changé un peu. Cette année, elles ont 5 professionnels dans leur rang, mais n'empêche, c'est un jeu de football. Nous allons mettre des stratégies en place pour les contrecarrer. Est-il que la balle va rouler 90 minutes et à la fin, on verra la meilleure équipe? Nous avons amené une équipe, je dirais junior. La majorité n'a que 20 ans ou moins de 20 ans. Donc, nous allons compter sur la forme physique des filles pour pouvoir jouer avec la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est des adultes, c'est des joueuses expérimentées, mais nous allons faire avec la mobilité de ces jeunes joueurs pour pouvoir anéantir les assauts de la Côte d'Ivoire. Faire une meilleure participation que l'année dernière. De la réaction d'avant-match de la sélectionneur Tometi Kailati Firouma. Elle compte sur la jeunesse de ses filles. En face, il y aura l'expérience, il y aura du vécu, mais Tometi Kai veut vraiment pousser sa jeunesse, veut vraiment pousser, on va dire, est-ce qu'on peut parler de fraîcheur? Voilà, ce sera la jeunesse face à l'expérience, selon ce qu'elle dit. Oui, j'ai retenu une chose par rapport à ce qu'elle vient de dire. Elle a dit qu'il y a par exemple 5 joueuses professionnelles qui sont arrivées pour renforcer l'équipe ivoirienne. Écoutez, c'est parce que des gens ont de l'ambition. Je me souviens qu'au Togo, on a eu à organiser des compétitions ici, où on n'a pas pu faire venir même des gens, rien que même du Ghana ici, on n'a pas pu les faire venir. Souvenez-vous, par exemple, des éliminatoires de la CAN Espoir, où le Togo devait jouer en double confrontation contre le Ghana. On aurait pu renforcer, on ne l'a pas fait. Lorsqu'on prend le tournoi UFOA B des juniors, on a eu à jouer ici. Souvenez-vous que le Mali a fait venir par exemple un certain Suleiman Aou, qui était du côté de la Belgique. Ce n'était pas encore le moment où les professionnels devraient arriver, mais ils l'ont fait venir. Il a joué d'abord au Togo avant donc de partir pour Niamey. Des gens ont de l'ambition, sauf que nous, on fait tout au minimum. Malheureusement, on n'a pas de professionnels, nous. Alors, les préparatifs n'ont pas véritablement été ce qu'ils devraient être. Et lorsque vous vous approchez véritablement de ce staff, vous verrez que l'équipe nationale du Togo est traitée comme un club. Alors qu'on parle d'une équipe nationale. Lorsque des gens sont pas au campement et que la fédération même a du mal à se pointer pour voir ce qui se passe avec les joueuses. Lorsque, par exemple, le ministère a du mal à se pointer pour voir ce qui se passe avec les joueuses, lorsqu'on n'a pas un calendrier, un programme fixe de départ et d'arrivée, il y a problème. Mais là, on est parti pour d'abord, il faut le préciser, pour remplir un calendrier, nous faisons partie de l'UFOA B. Il faudrait que le Togo soit là. Notre président est également vice-président de l'UFOA B. Il faudrait qu'on soit là. C'est une obligation quelque part. C'est entre guillemets une obligation, j'ai envie de dire administrative. Il ne faut pas quand même qu'on dise que c'est le Togo qui fait plomber donc la compétition. On est arrivé, c'est vrai que le staff a été renforcé, c'est quand même un aspect positif au niveau du Togo. On connaît un peu Amenito Akwete. Oui, l'entraîneur adjoint. J'ai eu dire que tactiquement, nos filles répondent au mieux parce que là, avant, oui, nos filles jouent au ballon, elles ont peut-être la souplesse, elles ont la technique, mais dans un groupe, culture tactique, voilà, c'est compliqué pour ces filles-là qui souvent jouent avec les garçons juste pour maintenir la forme, mais au plan tactique, ce n'est pas ça. Avec ce renfort-là, on va voir en tout cas quelque chose, et on n'est pas forcément allé gagner, mais on est allé faire mieux que ce qu'on a pu faire l'année dernière. Une équipe, c'est un projet. Alors, on peut quand même construire une très bonne équipe du Togo sur 2, 3, voire 4 ans. Et donc, il ne faut pas qu'on soit pressé. C'est vrai qu'on n'est pas là à aller quand même ramasser des paniers, mais il faudrait quand même faire mieux que ce qu'on a pu faire l'année dernière. Oui, Eden Bolor, vous attendez quelque chose de cette sélection? Le Togo joue la Côte d'Ivoire, après le Ghana et le Sénégal. Ce n'est pas facile, hein? Ce n'est pas des équipes faciles à manœuvrer. Oui, c'est vrai que c'est un groupe relevé pour le Togo. Le Ghana, je pense qu'elles ont été les championnes en titre. On a le Sénégal et puis le pays hôte, la Côte d'Ivoire. Maintenant, quand on regarde un peu dans le rétroviseur, les éperviers ont quand même eu
on va dire, des préparatifs plus ou moins acceptables. Ils ont eu quand même 3 regroupements, dont 2 d'une durée de 1 semaine et puis le 3e qui a un peu plus duré, je pense que ça doit être 14 jours. Après, elles ont joué, je pense, quasiment 5 rencontres. Sur le 3e regroupement, elles ont joué 3 matchs amicaux avec les centres de TCSR, Swallows et puis l'Académie Boubam. Mais moi, je dis, le suivi, il est où? Parce que Latif l'évoquait tantôt, quand on est revenu de la première édition, on savait pertinemment qu'on devait se rendre encore en Côte d'Ivoire pour la 2e édition. Mais on a laissé les filles se papiller et à 2 mois du coup d'envoi de cette compétition, on rappelle les filles. Moi, pour la petite histoire, la capitaine de cette formation de la première édition, elle n'est pas dans le groupe actuel. Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette capitaine ne soit plus dans le groupe actuel? Elle est tombée enceinte, elle a accouché il y a de cela 2 mois. On parle quand même de la capitaine de l'année dernière qui n'est plus dans cette formation. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu du suivi. S'il y avait véritablement du suivi, si on avait quand même, je dirais, mis en place une séance de regroupement, ne serait-ce qu'une fois par mois, cette capitaine ne serait pas enceinte. Ça veut dire qu'à un moment donné, la fédération, c'est là où moi je dis, peut-être aujourd'hui, on fait le football féminin par défaut. C'est parce que les clubs féminins n'ont pas de droit de vote au niveau de la fédération qu'on ne se soucie pas véritablement du foot. C'est ça. Moi, je pense véritablement, si les clubs féminins avaient un droit de vote, je pense au niveau des présidents, au niveau du président de la fédération, on ferait tout pour rouler le football féminin. Parce qu'on a besoin des voix. On a besoin des voix. Et ces voix, si véritablement ces clubs féminins votaient, on devait tout faire pour acheter les voix en organisant des compétitions. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ça. On a laissé le football féminin comme ça. Oui, on veut faire mieux. On est allé en Côte d'Ivoire pour apprendre. Pas gagner la compétition, tout le monde est d'accord là-dessus. Très rapidement, Jacques. Oui, je crois que tout le monde sait que je n'ai aucun espoir sur ces joueuses, en tout cas pour la compétition de cette année. Parce que quand vous écoutez même le coach, vous vous rendez compte qu'elle parle de fraîcheur physique de nos joueuses, elle parle de la jeunesse, alors qu'au même moment, on sait que nos joueuses n'ont pas eu autant de compétitions pour être autant en forme, pour pouvoir résister à certaines choses. Maintenant, on verra ce qui sera fait, parce que en face, ce sera une grande équipe, une grande sélection de la Côte d'Ivoire ou du Ghana ou du Sénégal. On verra ce qui sera fait, mais ce que je dis, c'est qu'après qu'on revienne pour continuer par faire rouler le ballon, surtout féminin, parce que c'est important. Il ne faudrait pas qu'on attende à la fin de cette compétition encore beaucoup de mois sans compétition et après qu'on vienne forcer les filles presque à aller compétir pour de telles choses. En tout cas, on souhaite beaucoup de courage aux filles togolaises. Elles représentent, quoi qu'on dise, les couleurs du pays, les couleurs du Togo. Bonne chance à Tometi Kaï et à ses filles là-bas en terre ivoirienne. Merci de choisir la référence sportive Sport FM. Nous accueillons le secrétaire général de l'association des joueurs de foot du Togo, Mamawi Ao. Vous allez bien? On va à merveille. Très bien. Ce vendredi, vous appelez les acteurs à un atelier avec pour thème acteurs du football face à la corruption et au trafic d'influence. Où en est-on? Oui, les choses se précisent déjà. C'est pour cela qu'il fallait encore communiquer là-dessus. Les choses se précisent vraiment. Les invitations qu'on a envoyées, on a déjà des retours, déjà par coup de fil quand même. Les gens se préparent à y prendre part massivement à cet atelier. Je pense qu'il y a de l'engouement autour de ce sujet-là. Nous avions eu cette chance-là de choisir un sujet, je ne dirais pas brûlant, mais un sujet d'actualité. Thème d'actualité, oui. Un thème d'actualité. Je pense que tous les intervenants qui viendront dans cette salle, on les a encore touchés une fois et ils sont d'accord sur le principe pour venir en tête de pôle. Je l'avais dit la fois dernière, le président de la haute autorité
de prévention et de lutte contre la corruption et des voilà, et les infractions assimilées. Je pense que le thème même relève de leurs compétences. Ils seront là pour développer tous les aspects de la corruption et les trafics d'influence qu'il peut avoir et faire le rapprochement par rapport à la vie civile, et d'autres personnes comme des membres de la FDF vont développer au niveau et faire le rapprochement au niveau sportif. Ce que les gens encourent, ce qu'ils risquent, ce à quoi ils s'exposent en faisant ces pratiques-là, ils seront outillés par rapport à cela pour qu'on puisse diminuer ou bien arrêter totalement cet état de fait sur le territoire national togolais pour que le bon football que prônent les autorités sportives, surtout la fédération, puisse aboutir et permettre aux jeunes de pouvoir s'exprimer vraiment. Tout est fait prêt. De devenir de grands joueurs. Tout est fait prêt. On appelle surtout les joueurs à venir écouter cette communication parce qu'ils sont beaucoup impliqués dans ce sujet-là. Les journalistes ont eu leur invitation. L'ANAFOOT, l'association des entraîneurs aussi, les clubs de D1 et de D2 et les acteurs en général qui composent la population footballistique togolaise est appelée ce vendredi à partir de 9h au siège de la FTF pour pouvoir en débattre et chercher des solutions ou bien des approches de solutions. Il y aura beaucoup de communications, 3 au moins. Il y aura plus de 3 communications. Si je peux les citer, il y aura le président de la haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Avant lui, le président de la fédération donnera son mot. Après lui, il y aura le président de l'AEFT, c'est-à-dire des entraîneurs. Oui, le président de l'ANAFOOT. Le président de la commission de l'arbitrage, je crois, c'est Monsieur Baba Touré qui va... Il est à Abidjan, non? Bon, ils sont représentants. Oui, on va choisir quelqu'un. C'est le vendredi, je ne sais pas s'il va revenir ou pas. Donc, qui va conclure vraiment ce sujet-là. Et on va terminer par... une ambiance festive. C'est vrai. Très bien. Merci d'avoir choisi un tel thème. Parce que là, c'est un thème d'actualité. On va dire, ce sont des mots qui gangrènent le football togolais. Voilà, et on a envie de voir autre chose que des magouilles. C'est sûr. Donc, acteurs du foot togolais face à la corruption, face au trafic d'influence. C'est tellement important et c'est bien choisi le timing. Nous sommes en fin de saison. Il y a beaucoup de problèmes, notamment celui qui oppose à Goua Unisport. On n'a pas encore réussi à publier la décision finale et c'est très grave alors qu'il reste une meilleur joueur de cette saison va être le premier meilleur joueur de la saison. Donc ce sera fait ce dimanche. D'ici demain, vous aurez le nom. Il n'y a pas de problème. Et ce sera très intéressant avec Togocel qui accepte une fois d'accompagner ce prix, ce dernier prix de la saison. Voilà. Ou bien, Mama Yao. Oui, je profite de l'occasion pour féliciter vraiment, ou bien remercier le DG de Togocel, qui de loin est en train de suivre nos activités et s'attardait à venir, mais au bon moment, il a réagi pour accompagner ce dernier prix. J'espère qu'il aura de l'éclat pour leur faire de la visibilité, pour qu'ils puissent reconduire l'année prochaine, sur toute la saison de l'année prochaine, à être derrière nous, comme ça se passe au Burkina avec leur loterie nationale qui est derrière le prix du meilleur joueur du mois. En Côte d'Ivoire, c'est une enveloppe de 500 000 francs. Oui, ça va venir. Oui. Ça va venir. Oui. En Côte d'Ivoire, c'est la CIE, la compagnie ivoirienne d'énergie, qui est derrière le prix. Je pense qu'ils ont vu ces exemples et ils sont derrière pour dire à la jeunesse qu'ils veulent
cultiver l'excellence. Merci au DG de Toulouse. En tout cas, on verra bien ce que ça donne et on espère que ce joueur aura la dernière génération des portables ou bien des tablettes. Il y aura, en tout cas, ça ne sera pas comme nous le faisons nous-mêmes. Oui. Il y aura des gadgets que Toulousel va offrir à ce joueur. Ça sera un peu différent que ce qu'on fait d'habitude. Merci à la JFT qui a décidé, bien sûr en collaboration avec la référence sportive, comme toujours Sport FM, d'encourager la jeunesse, d'encourager l'excellence. Comme on a dit. Je rappelle que ce prix, pour ce dernier prix, il est dénommé prix décerné par l'association des joueurs de football en collaboration de Sport FM, dénommé Trophée Toulouse. Voilà, c'est ce qui va être fait ce dimanche. Sur quel terrain? Parce que là, le nom de l'heureux élu, ce sera demain. Vous l'aurez, il n'y a pas de problème. Voilà, Gildas. Et la dernière journée de la D1 nationale de football, la 26e journée qui va boucler donc cette saison, cet exercice 2018-2019. Au sommet, c'est déjà fait. On sait que la SCK est couronnée. On connaît son dauphin, c'est Maranatha. Les deux vont représenter le Togo sur l'échiquier continental. Au bas du tableau, on sait, il y en a qui actuellement avalent la Nivakin. C'est qui? Vous le connaissez? Question pour un champion. Oui. Le prix, c'est qui donne le prix? C'est moi. Je sais qu'il y a Bikinti et puis Fouane. Ah voilà, c'est trop facile, donc il n'y a pas de prix. Voilà, alors pour cette 26e journée, on a quoi comme programme? On a Bikinti ASK, Boblessou, AS Togopor, Asco, Koroki, Ange, Maranatha, ASOTR, Semassi, Gomido, Fouadan, et puis Dito, Sarah Football Club. Latif, qu'est-ce qu'on veut avec cette journée? Tout est clair désormais. Oui, il n'y a plus d'enjeu dans ce championnat par rapport à cette dernière journée, mais d'autres vous diront oui qu'il y a quelque chose à gagner. Parce que vous savez, c'est vrai que notre championnat n'est pas véritablement prisé. Ailleurs, toutes les places ont quand même un prix. De la première à la dernière place, il y a un prix. Ça, c'est un de deux. Il y a ce qu'on appelle la compilation des résultats sur 1, 2, 3, voire 4 saisons. Par exemple, on dit, vous avez fini dans les 5 premiers pendant 5 saisons, par exemple. On dira, le Barça a été demi-finaliste depuis 4 saisons, depuis 5 saisons. Et donc, aujourd'hui, il y a des équipes qui n'ont pas, par exemple, fini en tête, qui n'ont pas fini deuxième, qui n'ont pas fini troisième, mais qui voudraient, par exemple, faire mieux que la saison dernière. La saison dernière, on a eu Koroki Metete, par exemple, qui a fini champion du Togo. Mais cette année, quelle est la place de Koroki Metete? Est-ce que Koroki Metete voudrait finir dans la deuxième moitié du tableau? C'est la question. Gomido est aujourd'hui sur le podium. C'est déjà encourageant parce que l'année dernière, cette équipe avait fini deuxième. Alors, c'est vrai que c'est perdu. Gomido ne peut plus être deuxième. Mais Gomido peut ne serait-ce que finir sur le podium. Voilà donc un enjeu. Alors, Dito, par exemple, était 5e l'année dernière. Quand Olufade est arrivé... 4e, c'est du mieux. Voilà, quand Olufade est arrivé, c'est ce qui nous a fait comprendre que l'objectif, c'est de faire mieux que la saison dernière. Alors, au plan comptable, si Olufade finit 4e, c'est qu'il aurait fait mieux que l'année dernière. Donc, il y a quand même un enjeu un peu partout pour chaque équipe. On dira, voilà, l'année dernière, vous avez eu tel nombre de points, que cette année, c'est tel nombre de points que vous avez eu. Et donc, on attendra forcément de voir, même si dans notre championnat, il y a quand même une réalité que des gens, en tout cas, refusent de dire, c'est que lorsqu'on n'a plus rien à gagner, il y a même des présidents de clubs qui ne veulent même pas que leur équipe gagne les matchs. Parce qu'à la fin, il y a des primes à payer. Et donc, lorsque vous perdez le match, c'est que voilà, le président n'a pas à mettre la main à la poche. Mais il y a ce qu'on appelle cette fierté-là, il y a ce qu'on appelle l'orgueil de finir quand même, par exemple, 5e, de finir 6e, et que c'est mieux que de finir 11e, 12e, bien 13e. Oui, Aristide Covidien, vous, si vous devez faire un déplacement pour aller suivre des matchs dimanche, vous choisirez quoi comme match, par exemple? Non, je crois que nous sommes à la dernière journée, mais visiblement, moi je ne suis pas intéressé par cette dernière journée parce que je dis... Mais pourquoi? Non, mais tout est déjà joué. Ben, vous voulez quoi? On connaît déjà ceux qui représenteront le Togo, disons, la saison prochaine. Vous allez donc rester à la maison? Bon, quand je dis rester à la maison, oui, ça sous-entend le fait que je ne suis pas... Enfin, il n'y a pas d'enjeu dans les rencontres, en fait, c'est ce que je voudrais dire. Parce que j'estime que
quand vous regardez un peu tout ce qui s'est passé tout au long du championnat, j'ai l'impression qu'on joue pour la forme, quoi. C'est-à-dire, on a un championnat sans enjeu. On joue parce que c'est devenu du sport divertissement pour nous. On joue parce que, oui, chaque année, l'État est là, peut-être pour donner 5 millions ou 2 millions. La fédération est là, peut-être pour compléter avec... Cette fois-ci, c'est 4 sur toute la saison, 4 millions. et peut-être qu'au niveau de la... record, hein. Ah oui. C'est un record. Et peut-être qu'au niveau de la fédération, bon... Dans le mauvais sens. Ah oui. Le sport dans le mauvais sens. Donc je crois que, bon, tout ça là, ça nous amène à une réflexion profonde. Parce que... Laquelle? Oui, c'est-à-dire que, est-ce qu'on doit continuer toujours pas faire du football divertissement? Ailleurs, des gens ont compris qu'aujourd'hui, le football est devenu du business. C'est-à-dire le football associé aujourd'hui à la médiatisation, le football associé aujourd'hui, disons, à la qualité qu'on retrouve chez certains joueurs, on a compris évidemment que c'est du football business. Regardez des clubs comme Oroya Athletic Club, ce club-là qu'on a découvert il n'y a pas très longtemps, qui s'était d'ailleurs qualifié pour la phase de poule au même moment qu'un club du Togo, l'AS Togo pour ne pas le citer. Je crois que ce club-là a compris maintenant que chaque année il faut être sur le continent. Alors le club en question, avec lequel, je voulais parler du club togolais, avec lequel ils étaient, disons, en phase de poule, est actuellement à quel niveau? Ça veut dire tout simplement que les présidents de club ou encore ceux-là qui se saignent, oui, je le connais, pour pouvoir faire évoluer ce football, n'ont pas véritablement d'ambition. Ça veut dire tout simplement que, bon, l'État dit, ok, vous voulez faire du football divertissement, on vous laisse faire du football divertissement. On n'a pas d'infrastructure, bon, on est obligé de jouer un peu Est-ce que c'est les dirigeants qui le disent ou l'État même était devant en prônant le football amateur? Oui, mais oui, ça doit commencer d'abord par l'État. C'est une responsabilité collective. Parce que je dis, comme je le dis souvent, dans le naufrage collectif, le sauvetage individuel est illusoire. C'est un naufrage collectif en commençant d'abord par l'État. Parce qu'en réalité, c'est l'État qui doit dire, ok, d'accord, nous décrétons le football professionnel ou semi-professionnel. Et cela, il faut commencer en mettant en place une ligue professionnelle, en mettant en place les infrastructures. C'est vrai, par rapport à la question des infrastructures, l'État a déjà commencé. Mais je crois que, dans le bon sens, il faudrait que chacun puisse jouer sa partition. Oui.